communiquer, ils n'existeraient pas sans la réalité. C'est-à-dire que les mots, ils ont été créés pour décrire la réalité et la partager avec les autres. Et si l'homme que toute la France croyait indestructible avait, un soir, vacillé au bord de l'effondrement en direct, le cœur battant à rompre, la respiration coupée, sans qu'aucune caméra ne le révèle? Et si derrière le calme légendaire d'Harry Rosselmack se cachait une vérité beaucoup plus sombre, une lutte silencieuse que personne n'aurait imaginée? Pendant des années, il a tenu debout alors que tout tremblait en lui, dissimulant une fragilité prête à exploser à tout instant. Aujourd'hui, pour la première fois, vous allez découvrir le secret qu'il n'avait jamais avoué. Restez jusqu'à la fin. Car ce que personne ne voyait à travers l'écran, c'était le prix terrible de cette maîtrise parfaite. Un prix payé en silence, nuit après nuit, au point que même ceux qui le côtoyaient au quotidien n'avaient jamais imaginé l'ampleur du combat intérieur. Depuis ses débuts sur TF1, Harry Rosselmack portait sur ses épaules un poids qu'aucun présentateur avant lui n'avait eu à supporter. Celui d'être à la fois un pionnier, un symbole et une cible. Chaque apparition à l'antenne était une épreuve déguisée en triomphe. Un mélange d'exigence professionnelle et de vigilance constante, car le moindre faux pas aurait suffi à remettre en question non seulement son talent, mais aussi sa légitimité dans un paysage médiatique où sa simple présence dérangeait certains. Au moment où il devient le premier journaliste noir à présenter un journal télévisé de grande audience en 2006, les caméras captent les sourires, les félicitations, les applaudissements, mais elles ne montrent jamais les lettres anonymes, les insultes à peine voilées, les remarques condescendantes reçues en coulisses. Certaines enveloppes contenaient des mots d'une violence telle qu'il préférait les détruire immédiatement pour ne pas laisser la haine prendre racine dans son foyer. Mais même détruits, ces mots restaient en lui, gravés comme des cicatrices invisibles. On aurait pu croire que le succès le protégerait, qu'il l'entourerait d'une armure, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Plus son visage devenait familier pour le public, plus les attaques se faisaient sournoises, parfois glaciales, souvent injustes. Certains téléspectateurs l'adoraient pour son calme et sa rigueur. D'autres l'accusaient de ne pas être à sa place, comme si sa présence dérangeait un ordre établi depuis trop longtemps. Harry ne répondait jamais, par dignité, par retenue, mais aussi parce qu'il savait que la moindre émotion exprimée serait interprétée comme une faiblesse, comme la preuve que les critiques avaient raison. Alors il se taisait, il encaissait, il avançait. Mais à mesure qu'il gardait tout en lui, la tension montait. Une tension qui s'infiltrait dans son corps, dans ses muscles, dans sa respiration, jusqu'à ce que chaque émission devienne un test. Tenir ou céder. Son entourage professionnel voyait un homme calme, irréprochable, mais ignorait qu'avant certains journaux, il restait immobile plusieurs minutes, les yeux fermés, à tenter d'apaiser une oppression dans la poitrine qu'il attribuait d'abord à la fatigue. Ce n'était pas de la fatigue, c'était une alarme. La pression médiatique, les attentes liées à son rôle de pionnier, les critiques parfois perfides, tout cela s'accumulait comme une tempête silencieuse qui, peu à peu, entamait son équilibre mental. Et pour compliquer encore plus la situation, le poids de sa propre exigence se mêlait à tout cela. Car Harry ne se contentait jamais d'être bon, il fallait qu'il soit parfait. Par instinct de survie, il s'imposait une discipline presque militaire. Il réécrivait ses textes, répétait ses lancements, observait ses émissions pour repérer la moindre imperfection. Non pas pour briller, mais pour éviter l'erreur interdite. Celle que l'on pardonne aux autres, mais jamais à lui. Ainsi, chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il n'y avait pas de soulagement. Seulement un silence trop lourd, une solitude oppressante où les pensées tournaient en boucle. Et au fil des années, quelque chose s'est mis à se fissurer. Une sorte de fatigue profonde, sourde, celle qui vient non pas du travail, mais d'une vigilance de tous les instants. Ses proches ont remarqué des signes, des absences, des moments où son regard semblait s'échapper, comme s'il luttait contre un vertige intérieur. Mais il répondait toujours par un sourire, par une plaisanterie, par un « ça va passer ». Sauf que cela ne passait pas. Au contraire, cela s'aggravait. Le stress s'inscrivait dans son corps, dans sa gorge, dans son souffle. Certains soirs, juste avant d'entrer sur le plateau, son cœur se mettait à battre trop vite, trop fort, comme s'il voulait lui rappeler que même la maîtrise a ses limites.
Pourtant, il avançait encore, persuadé que tenir était la seule option. Jusqu'au jour où son corps a dit non. Un non silencieux. Un non qu'il n'a pas pu cacher, pas même derrière son professionnalisme légendaire. Un soir, alors que l'émission allait commencer, il a senti un malaise brutal. Une montée d'angoisse si intense qu'il a cru un instant qu'il allait s'effondrer. Personne ne l'a su. Il a réussi à reprendre le contrôle quelques secondes avant le direct. Mais cet instant a tout changé. Il comprenait désormais que ce combat intérieur n'était plus tenable, que quelque chose devait céder. Ce soir-là, pour la première fois, Harry Roselmack a eu peur non pas de rater une émission, mais de se perdre lui-même. Cette prise de conscience, douloureuse mais vitale, allait l'entraîner vers un tournant inattendu. Un tournant que le public ne découvrirait que bien plus tard. Ce moment de bascule, invisible pour le public mais décisif pour lui, marque le début d'une réalité qu'Harry Roselmack ne pourra plus ignorer. Son corps, son esprit et son silence accumulé réclamaient enfin un droit que lui-même s'était toujours refusé, celui de faiblir. Après cet épisode où son cœur s'était emballé à la frontière du malaise, il tente d'abord de minimiser, comme si nommer cette peur risquait de lui donner plus de pouvoir. Pourtant, dans les jours qui suivent, les signaux deviennent plus insistants. Des réveils brusques au milieu de la nuit, une sensation d'étouffement, des vertiges imprévisibles, comme si sa propre vie se resserrait autour de lui. Il fait semblant de ne pas comprendre. Il s'accroche à la routine, convaincu que le travail le stabiliserait. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus il s'efforce de reprendre le contrôle, plus il réalise que son corps lui échappe. La pression du direct, autrefois stimulante, devient un mur qu'il doit franchir en serrant les dents. Lui qui avait bâti sa carrière sur la maîtrise parfaite, ressent désormais la peur sourde de ne plus être capable d'assurer. Et cette peur, il la cache comme une faute. Les journées à TF deviennent alors un terrain miné où chaque battement de cœur peut basculer dans l'inconnu. Il vérifie sa respiration avant chaque lancement, répète mentalement les phrases pour garder l'esprit ancré, mais parfois, au milieu d'un sujet, une vague d'angoisse surgit, imprévisible, violente, qu'il neutralise derrière un visage imperturbable. Personne ne voit rien, tout le monde le trouve exemplaire. Mais à force d'être exemplaire, il s'épuise dans une solitude de plus en plus étouffante. À la maison, Jade perçoit quelque chose. Elle remarque ce regard fuyant, ces silences inhabituels, cette tension dans ses épaules lorsqu'il rentre tard le soir. Elle lui demande doucement « Est-ce que ça va ?» Il répond toujours par un sourire, par une esquive. Comment avouer à la femme qu'on aime que l'on est en train de se fissurer? Comment dire qu'on a peur alors que tout le monde croit en votre force? Cette contradiction l'érode jour après jour, jusqu'à ce qu'un matin, devant le miroir, il ne reconnaisse plus l'homme qui lui fait face. Son visage paraît tiré, son regard vidé de lumière, et surtout, il y a cette question qui s'impose brutalement. Est-ce que je suis en train de perdre pied? C'est à ce moment qu'il comprend que continuer ainsi serait une trahison envers lui-même, envers sa famille, envers son métier même. En 2015, il prend une décision radicale, silencieuse, presque clandestine. S'arrêter. Officiellement, ce n'est qu'une pause. Officieusement, c'est une lutte pour sa survie intérieure. Pour la première fois depuis des années, il accepte de se retirer de l'antenne, non pas pour se reposer, mais pour affronter ce qu'il avait fui toute sa vie, ses limites. Ce retrait marque le début d'un choc émotionnel inattendu. Car lorsque les caméras s'éteignent, lorsque la pression quotidienne disparaît, ce n'est pas la paix qui vient en premier, mais un vide immense, un vertige. Il découvre qu'il ne sait plus qui il est sans l'exigence constante, sans l'adrénaline du direct, sans la nécessité d'être parfait. Ce moment de silence, qui aurait dû être réparateur, le plonge d'abord dans un trouble profond. Mais peu à peu, au fil des jours, une autre forme de lucidité apparaît. Il réalise que cette chute n'est pas une humiliation, mais une chance. La possibilité de se reconstruire, de réapprendre à respirer, de comprendre enfin que la force ne réside pas dans la maîtrise absolue, mais dans la capacité d'admettre la fragilité. Pendant sa pause, il consulte des spécialistes, il parle enfin de ce qu'il avait toujours tu, il met des mots sur ce qui l'étouffait.
Il comprend qu'il souffrait d'anxiété depuis longtemps, bien avant même de le reconnaître. Ce diagnostic, loin de le diminuer, l'apaise. Il n'est pas brisé, il est humain. Jade, discrète mais essentielle, devient son ancrage. Elle l'encourage à écrire, à méditer, à extérioriser ce qu'il gardait enfoui depuis trop longtemps. C'est aussi durant cette période qu'il se reconnecte à ses enfants, à leur spontanéité, à leur rire, à cette innocence capable de rappeler l'essentiel. Petit à petit, il retrouve une forme d'équilibre, non pas celui de l'homme invincible, mais celui d'un homme qui apprend à se connaître. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui va changer le cours de sa carrière. Car lorsqu'il envisagera son retour, il ne voudra plus être seulement un présentateur irréprochable. Il voudra devenir un journaliste profondément humain, engagé, capable de raconter le monde sans se travestir. Cette renaissance, encore fragile, annonce la suite d'un parcours que personne, pas même lui, n'aurait pu imaginer. Lorsque Harry Roselmack revient enfin vers le monde médiatique, plus apaisé mais profondément transformé, il pense naïvement que son expérience, sa sincérité nouvelle et sa compréhension plus intime de la fragilité humaine seront perçues comme une force. Mais la réalité qu'il retrouve est bien différente. Le paysage audiovisuel a continué de tourner sans lui, parfois plus vite, parfois plus froidement. Et ce retour tant espéré se heurte à une vérité dérangeante. Lorsqu'un journaliste cesse d'être un simple visage rassurant pour devenir une voix authentique, il dérange. Inspiré par son introspection, il veut désormais produire des documentaires plus engagés, plus personnels, des projets qui parlent de ses racines, de l'identité, de la mémoire, de la diversité, des sujets qu'il porte en lui depuis toujours mais qu'il n'avait jamais osé aborder frontalement. Il prépare alors un documentaire profondément intime, un projet qu'il mûrit comme une revanche sur ses silences passés, une manière de transmettre quelque chose d'essentiel. Il y met ses tripes, son histoire, ses doutes, ses espoirs. Mais lorsqu'il le présente, l'accueil est glacial. Certains cadres le jugent trop émotionnel, trop subjectif, d'autres murmurent qu'il ne doit pas se mettre autant en avant. Le message implicite est brutal. On apprécie le présentateur impeccable, mais dès qu'il devient un homme qui pense, qui ressent, qui raconte sa vérité, il devient trop. Cette incompréhension, presque un rejet, frappe Harry en plein cœur. Lui qui venait d'apprendre à assumer sa vulnérabilité, se retrouve face à un mur d'indifférence. Les critiques sont parfois condescendantes, les commentaires internes cinglants comme si sa sensibilité n'avait pas sa place dans un environnement où la distance journalistique est érigée en dogme. Il comprend soudain que ce monde qu'il avait longtemps considéré comme un refuge peut se montrer impitoyable lorsqu'on sort du cadre. Pire encore, l'un de ses projets les plus importants, un documentaire sur l'héritage caribéen, est presque ignoré par la critique. Pas de mise en avant, pas d'analyse, juste un silence qui fait plus mal que les attaques. Harry lit et relit les rares retours, espérant y trouver un encouragement, mais il n'y a rien. Comme si sa voix, lorsqu'elle s'éloignait un peu trop de la neutralité attendue, devenait moins légitime. Cette absence de reconnaissance ravive un doute profond. Et si ce qu'il est réellement n'intéressait personne? Ce questionnement le hante, réveille en lui une vieille blessure, celle de l'enfant qui, dans la cour de récréation, devait toujours faire plus pour prouver qu'il méritait sa place. Alors il se met à douter non pas de son travail, mais de sa valeur. Pourtant, loin de l'abattre, cette période agit comme un catalyseur. Il réalise qu'il est arrivé à un tournant. Soit il continue à être le journaliste lisse que l'on attend de lui, soit il affirme pleinement l'homme qu'il est devenu. Ce choix, il sait qu'il le paiera cher, mais pour la première fois, il n'envisage plus de se rétracter. Malgré les obstacles, il s'engage dans de nouveaux projets, plus audacieux encore. Il veut raconter ce que les autres ne racontent pas, montrer ce que les autres préfèrent éviter, donner la parole aux invisibles. Cette démarche ne plaît pas à tout le monde. Les polémiques se multiplient, certaines réactions sont violentes, parfois injustes, mais il s'y attend désormais. Chaque prise de position sur la diversité, l'injustice ou les fractures sociales attire à la fois des messages de soutien bouleversants et des attaques brutales.
C'est un terrain miné, mais il refuse de reculer. En même temps, il sent bien qu'il s'expose. Plus il montre son humanité, plus certains tentent de l'utiliser contre lui. Les critiques visent désormais non seulement ses idées, mais sa personne, sa légitimité, jusqu'à sa sensibilité, comme si celle-ci était une faiblesse et non une richesse. Pourtant, derrière cette tempête extérieure, il y a une vérité profonde. Harry a changé. Son passage par l'ombre a réveillé quelque chose de puissant et d'inarrêtable. Et même si le monde médiatique ne le comprend pas toujours, lui, pour la première fois, comprend pourquoi il fait ce métier. Ce chemin, semé d'embûches, d'incompréhension et de doutes, n'est pas un recul mais une ascension différente, plus authentique. Une ascension où l'homme prend enfin le dessus sur le symbole. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette transformation intérieure va bientôt révolutionner sa manière de travailler et de toucher le public, d'une façon que personne n'aurait anticipée, pas même lui. Pour comprendre réellement la force et les fractures d'Harry Roselmack, il faut revenir bien avant les studios de télévision, bien avant les plateaux éclairés et les journaux du soir, à un été brûlant qui a marqué sa vie d'une empreinte indélébile. Ce n'est qu'en explorant cette blessure d'enfance que l'on peut saisir pourquoi, des années plus tard, l'homme s'est construit entre maîtrise absolue et fragilité silencieuse. Nous sommes en 1995, près de Tours, au bord d'un lac calme qui, ce jour-là, ne laissait présager aucun drame. Harry est alors un jeune homme rêveur, discret mais déterminé, toujours accompagné de sa sœur Sophie, sa confidente, son double, celle qui croyait en lui avant qu'il ne croie en lui-même. Ils partageaient un lien rare, presque fusionnel, fait de rires complices, de secrets murmurés et de projets d'avenir imaginés à deux. Ce jour-là, la sortie en bateau devait être un simple moment d'insouciance, une parenthèse estivale où rien d'autre n'existe que le soleil, le vent et le clapotis de l'eau. Mais parfois, la vie bascule en une seconde, sans prévenir, sans logique, sans pitié. Une rafale plus forte que les autres, une vague inattendue, un déséquilibre minuscule, et le bateau chavire. L'eau devient soudain un piège froid, violent, où chaque mouvement semble inutile. Harry lutte, il attrape la main de sa sœur, il appelle, il s'accroche, mais le courant est trop fort. Dans le chaos, il la perd de vue. Quelques minutes plus tard, tout est fini. Sophie ne reviendra pas. Cette disparition brutale est un séisme intime. Pendant des jours, des semaines, des mois, Harry flotte entre sidération et culpabilité, hanté par une seule pensée: j'aurais dû la sauver. Même si tout le monde lui répète qu'il n'y aide pour rien, son cœur refuse de l'entendre. Cette blessure devient un gouffre silencieux, une ombre qui s'étire dans chaque aspect de sa vie future. Le jeune homme qu'il était s'éteint ce jour-là pour laisser place à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se promet de ne plus jamais laisser le chaos gagner. Cette promesse intérieure, presque inconsciente, deviendra l'une des fondations de sa personnalité adulte. La maîtrise comme armure, la retenue comme refuge, la performance comme garantie contre la douleur. À partir de ce moment, Harry observe le monde différemment. Il perçoit la fragilité humaine avec une acuité presque douloureuse, comme si cette tragédie lui avait ouvert les yeux sur la vulnérabilité de chaque instant. C'est là, dans cette blessure béante, que naît sa vocation profonde. Comprendre les autres, raconter leurs histoires, offrir une voix à ceux que la vie a brisés. Cette mission n'est pas un choix de carrière, c'est un moyen de réparer quelque chose en lui, de donner un sens à ce qu'il a perdu. Pourtant, la douleur ne s'efface jamais totalement. Elle se transforme. Elle devient un moteur, une force silencieuse qui le pousse à avancer encore plus loin, encore plus fort. Chaque fois qu'il doute, chaque fois qu'il se sent submergé, il pense à Sophie. Elle aurait voulu qu'il continue, qu'il prenne sa place, qu'il ne renonce jamais. Cette pensée le porte pendant ses études, pendant ses premiers reportages, pendant les nuits de travail où l'épuisement menace. Mais elle nourrit aussi une exigence dévorante envers lui-même. Il n'a pas le droit de faillir. Cette obsession de la perfection qui impressionnera plus tard les professionnels du JT trouve son origine ici, dans ce traumatisme enfoui. À travers les années, cet événement reste le fil invisible qui relie l'enfant de Tours à l'homme du journal télévisé. Il explique ses silences, ses regards parfois lointains, cette pudeur qui le protège du monde. Il explique aussi sa profonde empathie,
sa capacité à écouter sans juger, à comprendre ce que personne ne dit. Car au fond, Harry sait ce que c'est que d'être submergé par une douleur que personne ne voit. Ce souvenir du lac, cette perte irréparable, il ne l'évoque jamais publiquement, par pudeur, par loyauté, peut-être aussi par peur de raviver une souffrance trop vive. Pourtant, c'est cette blessure qui, tapie dans l'ombre, a façonné son parcours, lui a donné la sensibilité unique qui transparaîtra plus tard dans ses documentaires les plus humains. Et même si les années passent, même si la vie reconstruit doucement autour de lui un cocon fragile, il y a toujours, dans un coin de son cœur, une voix douce qui murmure « Continue ». Pour elle. Ce drame, que le public ignore presque totalement, est sans doute l'un des plus grands mystères de sa personnalité. Comment un homme marqué si jeune par une telle perte a-t-il trouvé la force de devenir un visage de confiance pour des millions de foyers? La réponse se trouve dans ce mélange unique de douleur transformée en détermination, de tristesse convertie en empathie, et d'amour fraternel devenu moteur de vie. Ce passé, que l'on pourrait croire lointain, continue pourtant d'influencer chaque choix, chaque engagement, chaque pas de sa trajectoire médiatique, comme une ombre douce mais indélébile qui guide l'homme derrière le symbole. Après le drame qui a bouleversé sa jeunesse, il devient impossible de comprendre l'homme qu'Harry Röselmack serait un jour sans revenir plus loin encore, là où tout commence. Son enfance entre deux mondes, deux cultures, deux héritages qui, bien avant les caméras et les plateaux, ont sculpté son identité. Grandir à Tours dans les années 1970 n'était pas une expérience neutre pour un enfant issu d'un couple mixte. Dans la maison familiale cohabitaient deux univers qui semblaient parfois parler des langues différentes. Son père, fonctionnaire discret, portait en lui cette rigueur française, presque militaire, convaincu que le travail, l'éducation et la discipline pouvaient ouvrir n'importe quelle porte. Il inculquait à Harry un sens aigu de l'effort, cette idée que rien ne s'obtient sans persévérance et que chaque réussite doit être méritée. À l'opposé, sa mère, d'origine caribéenne, enseignante passionnée de littérature, éveillait en lui une sensibilité profonde, un amour pour les mots, les histoires, les couleurs du monde. Avec elle, tout devenait conte, émotion, musique intérieure. Deux forces, deux rythmes, deux façons de regarder la vie qui se complétaient autant qu'elles se heurtaient. Très tôt, Harry grandit dans cet entre-deux, avec le sentiment étrange d'appartenir à tout et à rien, de n'être jamais tout à fait à sa place. À l'école, il sent parfois des regards insistants, des questions maladroites, des silences qui en disent long. Ce ne sont pas toujours des mots blessants, parfois seulement des gestes, des exclusions subtiles, mais suffisamment pour qu'il comprenne, sans le formuler, qu'il devra faire 2 fois plus pour être accepté comme un élève comme les autres. Cette conscience précoce de la différence ne le brise pas. Elle l'aiguise. Elle éveille en lui une qualité rare chez un enfant, l'observation. Harry observe tout, les gens, les tensions, les nuances, les émotions à peine perceptibles. Il apprend à lire les visages comme on lit un livre ouvert. Souvent, il se réfugie dans le salon où trône une vieille radio familiale. Pendant des heures, il écoute les voix qui s'élèvent des ondes, calmes, posées, précises. Il découvre la magie de la narration, le pouvoir d'une intonation juste, la force de la clarté. Cette radio devient pour lui un refuge, un compagnon, un guide. Sans le savoir, il s'entraîne déjà au métier qui changera sa vie. Mais cette enfance, malgré son apparente tranquillité, n'est jamais totalement paisible. Entre les espoirs de ses parents, les attentes de l'école, les remarques du voisinage, Harry apprend à être vigilant. Il comprend qu'il devra prouver sa valeur, non pas une fois, mais sans cesse. Cette pression, partout présente, forge en lui un tempérament discret, pudique, presque en retrait. Il parle peu de lui, mais lorsqu'il parle, il choisit chaque mot avec une précision qui surprend les adultes. Dans les débats scolaires, il est celui qui calme le jeu, celui qui rappelle les faits, celui qui apaise. Certains professeurs remarquent cette maturité inhabituelle et l'encouragent. D'autres, au contraire, semblent l'attendre au tournant, comme s'il devait constamment justifier sa présence. Cette dualité nourrit en lui un désir brûlant. Transformer ces différences en force. Alors, il multiplie les efforts.
il travaille, il lit, il débat, il participe au concours d'éloquence, il s'entraîne à prendre la parole avec aisance. Chaque intervention devient un terrain d'expérimentation où il teste son rapport à la voix, au langage, à l'écoute. Ce n'est pas un enfant fait pour dominer, mais un enfant fait pour comprendre. Et cette nuance fera toute la différence. Parfois, pourtant, derrière cette volonté de bien faire se cache une mélancolie silencieuse. Harry ressent qu'il porte quelque chose en lui que les autres ne voient pas. Un mélange de force et de fragilité qui se confrontent constamment. Ses parents, chacun à leur manière, tentent de lui transmettre le meilleur de leurs deux mondes. Mais même dans cette maison aimante, il perçoit ce que beaucoup d'enfants métis vivent. Une impression d'être écartelé entre deux identités sans pouvoir en choisir une seule. Cette dualité le poursuivra longtemps, jusque dans sa carrière médiatique, où il sera à la fois perçu comme un journaliste, pas comme les autres, et comme un symbole malgré lui. Pourtant, c'est de cette enfance complexe que naîtra sa plus grande qualité. La capacité de comprendre la douleur, l'injustice, le non-dit, l'exclusion. Une capacité qu'il aura toute sa vie, et qui fera de lui un journaliste différent, profondément humain. Entre ses parents, entre deux cultures, entre lumière et ombre, Harry apprend à avancer sur une ligne fragile mais essentielle, une ligne qui le prépare sans qu'il ne le sache encore à traverser des tempêtes bien plus violentes. Et c'est dans cette sensibilité née très tôt que se cachent les graines de son engagement futur. Car l'enfant attentif qu'il était deviendra un homme capable d'entendre ce que d'autres n'écoutent pour plus. Si l'histoire d'Harry Röselmack vous a touché, si vous avez senti derrière l'homme public la fragilité, la douleur enfouie, la force silencieuse d'un être qui a dû se reconstruire pas à pas, alors prenez un instant pour lui accorder votre compassion. Derrière chaque sourire à l'antenne, il y avait un combat invisible. Derrière chaque parole maîtrisée, un cœur qui apprenait encore à guérir. Aimer un personnage comme Harry, c'est reconnaître en lui une part de nous-mêmes. Cette part qui vacille, mais continue d'avancer. Alors si vous souhaitez soutenir cette démarche, comprendre davantage son parcours et encourager la création d'histoires humaines et authentiques comme celle-ci, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Votre geste, simple mais essentiel, permet de faire vivre ces récits qui nous rappellent une vérité fondamentale. Personne ne connaît les batailles que l'autre mène en silence. La leçon que nous laisse Harry est précieuse. La force n'est pas l'absence de faiblesse, mais la capacité de transformer la douleur en lumière. Que son courage inspire chacun de nous à avancer malgré nos ombres, avec dignité, douceur et vérité.